Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, inauguration de nouveaux bâtiments administratifs au gouvernorat de Conakry. C'est dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents des services publics. La cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités du pays. Coup de projecteur ce soir sur la Nationale 1. Le tronçon est l'un des plus pratiqués par les usagers de la route, mais il se heurte à des petits soucis. Il s'agit de la signalisation routière et autres tracés. Le constat, c'est avec Falilou Diallo. Nous irons à la baie. La ville a vibré au rythme du rallye Budapest-Bamako. Plus de 700 participants venus de plusieurs pays d'Europe, entre animation et retombées économiques locales pour le pays. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. À la une de l'actualité ce soir, Aboubakar Diakité alias Toumba a été transféré ce mardi à la maison d'arrêt de Koya. Dans un communiqué, le parquet général près la cour d'appel de Conakry a expliqué les raisons qui ont motivé ce transfèrement. Je vous invite à suivre le procureur général de Conakry au micro de Tierno Younoussaba. Communiqué du parquet général près la cour d'appel de Conakry. Le parquet général appelle la Cour d'appel de Conakry informe l'opinion publique qu'une opération de contrôle et de fouille inopinée a été menée le 9 février 2026 au sein de la maison centrale de Conakry. Cette opération sous contrôle a permis de découvrir et de saisir plusieurs objets prohibés, notamment des téléphones portables, des substances psychotropes et des armes blanches, ciseaux, couteaux, fourchettes, en possession de certains détenus. Lors de cette opération, M. Aboubakar Diakité dit Toumba a fait preuve d'une attitude agressive en refusant de se soumettre à la fouille tout en proférant des menaces à l'encontre des agents de sécurité. Son comportement menaçant ne s'est pas seulement dirigé vers les forces de l'ordre, mais a également créé des tensions parmi les autres détenus. Face à cette situation alarmante qui compromettait la sécurité de l'établissement, l'administration pénitentiaire a pris la décision légale et appropriée de transférer M. Aboubakar Diakité ce mardi 10 février 2026 à la maison centrale de Koya. Cette mesure vise à préserver l'ordre public et à garantir la sécurité tant des autres détenus que du personnel pénitentiaire. Le parquet général réaffirme sa détermination à veiller au strict respect de la loi, à la sécurité des établissements pénitentiaires, ainsi qu'à la lutte résolue contre toute forme de criminalité, y compris celle susceptible d'être organisée depuis les lieux de détention. Fait à Conakry le 10 février 2026, le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Je vous l'annonçais dans les titres, de nouveaux bâtiments administratifs au gouvernorat de Conakry. C'est un bâtiment de R+2 composé de plusieurs bureaux, d'une salle de conférence et un lieu de culte. Une initiative de l'autorité régionale qui entend améliorer les conditions de travail des agents des services publics. Reportage de Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Au gouvernorat de Conakry, l'amélioration des conditions de travail et la modernisation de l'administration sont entre autres priorités des autorités de la ville. Dans l'enceinte de l'institution, c'est un bâtiment de R+2 qui est sorti de terre. Il comprend plusieurs bureaux, une salle de conférence et un lieu de culte au rez-de-chaussée. Étant un service déconcentré et décentralisé, la disponibilité des locaux administratifs, c'est-à-dire les bureaux, est toujours resté un défi à relever. C'est dans cette dynamique que nous avons décidé à bâtir un immeuble R+2, reliant ainsi les deux précédents pour en faire un seul bloc administratif moderne, conformément à la vision de refondation du président de la République. Le projet inauguré aujourd'hui comprend plusieurs composantes majeures. Nous avons d'abord procédé à l'extension du gouvernorat par la construction d'un bâtiment moderne de type R+2. Par ailleurs, Guido a assuré la rénovation complète du bloc C avec une intervention technique globale allant du carrelage à la toiture, en passant par la modernisation du réseau électrique et hydraulique.
La remise officielle de l'édifice mobilise invités, membres du CNRD, personnalités de l'administration publique, ainsi que les cadres des services déconcentrés et décentralisés du gouvernorat du Conakry. Nous remercions vraiment Madame la gouverneure et son équipe pour ce bijou. Vous savez, l'administration du territoire ne peut aller sans la présence de l'État dans ces circonscriptions territoriales. J'avoue qu'on est très impressionné de la qualité de ce bâtiment. Son Excellence, le président Mamadi Doumbouya. Ça, j'en suis sûr et certain, ça lui va droit au cœur. Ce bâtisseur aime le renouveau. Cette refondation, si Radia commence la première, nous allons la suivre. C'est un bel exemple. Nous invitons les autres gouvernorats sur l'ensemble du territoire national d'en faire autant. Ce projet d'extension a occasionné aussi la rénovation complète des 2 autres blocs administratifs. Le but est de loger tous les services du gouvernorat en un seul endroit en vue de mieux coordonner les activités. À présent, je vous amène sur la nationale numéro 1 Kindia-Mamou, l'un des tronçons les plus pratiqués par les usagers de la route, mais des imperfections et des anomalies sont constatées au niveau de la signalisation routière et autres tracés. Les usagers tirent la sonnette d'alarme pour sauver des vies humaines. C'est notamment le cas de l'ONG Prévention, Action et Sécurité routière. Le point avec Falilou Diallo. La nationale numéro 1 Conakry-Mamou est l'une des routes les plus fréquentées. Mais elle constitue également la voie routière la plus accidentogène. Aucune semaine ne passe sans qu'il ne se produise un cas d'accident de la circulation et parfois accompagné d'importants dégâts matériels ou de pertes en vie humaine. Le manque de panneaux de signalisation et l'absence d'autres marquages sont régulièrement à l'origine des drames enregistrés. Vu la route, elle est nouvelle. C'est une bonne route quand même, mais quand même il y a un peu de manquement. Surtout quelques signalements au niveau de la grande chaussée. C'est-à-dire il y a les tirets continus et discontinus là. Si les tirets continus et discontinus sont bien mis là où ils doivent être, vraiment ça va nous arranger. Parce qu'il y a de ces virages, tu vas trouver, ils ont mis des tirets discontinus, pendant que c'est pas bon. Si tu tiens compte à cela, tu vas te retrouver dans les merdes. La matérialisation là, de la route, là, ça parle. Les panneaux, le traçage, ça parle. Les nouveaux chauffeurs qui viennent, c'est à travers ça qu'ils peuvent marcher sans faire des accidents. Mais ici, ce qu'on a vu, ça occasionne des accidents. Regardez dans les virages même, il y a la ligne discontinue. Ça autorise le chauffeur à faire le dépassement. C'est pas croyable. Bon, et les ponts ne sont pas signalés. Les virages qui sont scellés ici sont mal indiqués. On ne comprend pas pourquoi cela se fait. Et puis, les panneaux sont le plus souvent cachés aussi. Et par rapport à celui-là, ça cache, les chauffeurs ne voient pas. Pour les spécialistes et autres acteurs du secteur routier, des corrections doivent être apportées afin de réduire les risques d'accidents sur ce tronçon. Face à ce défi, la structure Prévention, Action, Sécurité routière est mobilisée pour gagner le pari. Ce que je souhaiterais, que l'État accepte de dire à la société de reprendre leur marquage au sol. Pour le bien-être du Guinéen et aller dans les normes indiquées dans la circulation routière. Ce qu'il faut reconnaître, il y a beaucoup de choses à faire sur cette route. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de manquements. Mais je pense que les services en charge de la sécurité routière ou les services en charge des routes, AGERoute, Aguizère et Office national des routes, savent c'est quoi le manquement et je pense que les jours à venir, ils prendront des dispositions nécessaires par rapport à ça. Une synergie d'action entre la société civile et les structures étatiques en charge des infrastructures s'avère essentielle pour changer les signalements de la grande chaussée tout comme les panneaux de signalisation. Sinon que la vie de milliers d'usagers qui pratiquent ce tronçon reste toujours en danger. Dans l'actualité encore, la deuxième journée du forum Investing in African Mining Indaba en Afrique du Sud s'est révélée particulièrement intense pour la délégation guinéenne. Elle a été rythmée par de nombreuses rencontres bilatérales et par la tenue de la journée de la Guinée organisée dans le cadre du Country Showcase. Compte rendu, Omar Bach. La deuxième journée du forum Investing in African Mining Indaba a été particulièrement dense pour la délégation guinéenne,
marqué par une série de rencontres bilatérales et multilatérales de haut niveau. Ces échanges ont mis en lumière à la fois le méga-projet Simandou et le programme hautement stratégique Simandou 2040 pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée. La journée a débuté très tôt par une rencontre clé avec les partenaires du projet Simandou à l'occasion d'un panel de haut niveau modéré par Mamoudou Nanya Lembari, président du conseil d'administration de la compagnie de Transguinéen CTG. Les discussions ont réuni plusieurs personnalités de premier plan, notamment Daouda Diakité, conseiller principal du ministre des Mines et de la Géologie, Dr Sophie, directrice générale de Winning Consortium Holding, Elias Skafidas, directeur général des opérations internationales de Rio Tinto Iron, ainsi que Valérie Levkov, vice-présidente chargée des infrastructures au sein du groupe de la Banque mondiale. Placée sous le thème « Innover pour fournir durablement les matériaux dont le monde a besoin », cette session a mis en exergue la dynamique d'innovation impulsée par le chef de l'État, son Excellence le Président Mamadi Doumbouya. Cette vision s'est traduite par une mutualisation inédite des efforts entre les partenaires industriels, permettant le co-développement et l'intégration de projets Simandou aujourd'hui reconnus comme un modèle de projet intégré mine-infrastructure à l'échelle internationale. À Cape Town Convention Center, la délégation gouvernementale guinéenne a ensuite multiplié les rencontres avec des investisseurs et partenaires internationaux autour des opportunités d'investissement en Guinée. Sous le magistère du président Mamadi Doumbouya, le pays s'affirme désormais comme une destination sûre et crédible, offrant un cadre propice aux investissements responsables et durables. Temps fort de la journée, le Country Showcase de la Guinée a suscité un vif intérêt. Il a été marqué par une intervention très attendue en visioconférence de M. Diba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou. Empêché de faire le déplacement cette année en raison d'un agenda particulièrement chargé, comme ce fut le cas lors de l'édition précédente, il a néanmoins livré un message très fort et engagé de la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Dans son allocution, le ministre a réaffirmé la vision minière du chef de l'État fondée sur un modèle innovant de co-développement reposant sur la confiance, la transparence et le partenariat gagnant-gagnant. Cette présentation a suscité un réel engouement parmi les participants, confirmant l'ambition de la Guinée de devenir un acteur incontournable du secteur minier mondial. Le message de la Guinée à Mining Indaba est simple. Le leadership est là. La vision est claire. Les règles sont stables et les opportunités sont réelles. Nous avançons avec méthode, discipline et responsabilité. Encore une fois, nous continuons à croire au potentiel de notre pays, de notre continent. Pendant longtemps, la République de Guinée a été perçue comme un pays riche en ressources, mais loin de son potentiel, surtout celui de la transformation de nos ressources naturelles. En moins de 2 ans, sous la clairvoyance du président de la République, à travers le comité stratégique de Simandou, la Guinée a lancé et structuré le plus grand projet intégré mine-infrastructure au monde. Le ministre Diba Diakité a également mis un accent particulier sur le programme Simandou 2040, soulignant que la Guinée est résolument engagée sur la voie de la transformation économique et sociale. Ce programme vise à faire du pays une véritable destination dotée de ressources humaines qualifiées et d'une main-d'œuvre compétente grâce à une politique volontariste portée par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. La vision du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, va plus loin avec le programme Simandou 2040. Désormais, la documentation de ce programme est entièrement finalisée et qui rentre en phase d'opérationnalisation avec des composants tels que la delivery unit que nous allons prochainement opérationnaliser. La Guinée que nous rêvons de construire se construit maintenant ensemble grâce au leadership éclairé de son Excellence Mamadi Doumbouya. À l'issue du showcase, le chef de la mission guinéenne a invité les investisseurs à explorer les opportunités en Guinée
Un pays désormais rassurant sous le leadership du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. 3 choses doivent rester gravées dans vos esprits en sortant de cette salle. Premièrement, la crédibilité est là. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les marchés. L'obtention de notre notation souveraine B+, avec perspective stable par Standard & Poor's, n'est pas un fruit du hasard. C'est la validation internationale de nos réformes, de notre stabilité macroéconomique et de la sécurisation de notre climat des affaires. Aujourd'hui, investir en Guinée, c'est investir dans un environnement noté, audité et prévisible. Deuxièmement, l'infrastructure est là. Le Simandou n'est plus un projet sur papier. Le chemin de fer est là. Le port est là et les premières tonnes sont en mouvement. Mais n'oubliez pas que les raffineries d'alumine sont en construction. Nous avons créé des champions nationaux et des véhicules d'investissement robustes. Il y a la Sogipami, il y a la CTG, il y a l'ANAM et il y a la NMC. Troisièmement, la vision est là. Vous avez entendu parler du programme Simandou 2040. Notre ambition est claire. La Guinée est open for business, mais aussi et surtout, elle est ready for partnership. Les échanges autour de Simandou 2040 lors de cette édition 2026 du Forum Investing in African Mining Indaba ont ainsi ouvert de nouvelles perspectives d'investissement et de développement avec une orientation claire vers un avenir durable, inclusif et responsable au bénéfice du peuple de Guinée. Absent du pays pour des raisons de mission d'État, le ministre des Mines, Bouna Sylla, a été officiellement réinstallé ce mardi dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie a été présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement. Adjudant-chef Aboubakar Kamano de la presse militaire. De retour d'une mission d'État hors du pays, le ministre Bouna Sylla, reconduit à la tête du ministère des Mines et de la Géologie, a été officiellement installé dans ses fonctions par le ministre secrétaire général du gouvernement Tamba Benoît Kamano, en présence de plusieurs ministres de la Ve République, des cadres du ministère des Mines et de la Géologie, ainsi que d'autres de l'administration publique guinéenne, mais aussi des familles et amis du promu. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, M. Bouna Sylla, officiellement installé dans ses fonctions de ministre des Mines et de la Géologie de la République de Guinée. Ému par cette nouvelle marque de confiance du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, le ministre Bouna Sylla a réitéré son engagement et sa détermination à toujours servir loyalement le chef de l'État et la nation guinéenne. Le ministre des Mines et de la Géologie a également mis cette cérémonie grandeur nature à profit pour saluer les efforts des cadres de son département pour les acquis et performances enregistrés sous son leadership. Grâce à la confiance et sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, et de son Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Riba, je prends l'engagement solennel devant vous de servir l'État guinéen avec éthique, loyauté et exemplarité qu'exige la fonction. Les ressources minières constituent un levier pour le développement socio-économique de notre pays. Vous conviendrez que ces richesses n'ont de valeur que si elles sont transformées en prospérité partagée, en emploi et ce, dans la protection de l'environnement. Chers travailleurs du ministère des Mines et de la Géologie, l'efficacité de la poursuite de notre mission sera jugée sur la base de l'impact substantiel du secteur minier sur la transformation positive de l'économie nationale, en ligne avec la vision du président de la République. La qualité de notre contribution sera déterminée par notre engagement sans faille, notre professionnalisme, notre pragmatisme, notre exemplarité et notre dévouement patriotique dans nos actions quotidiennes. Par cet acte solennel marquant l'installation de Bouna Sylla, ministre des Mines et de la Géologie, Tamba Benoît Kamano, ministre secrétaire général du gouvernement, ferme portes et fenêtres de la série de passations de services et d'installations des membres du nouveau gouvernement de la Ve République.
Sur un autre plan, session extraordinaire de la délégation spéciale de Kankan. Les travaux consistent à valider le budget de l'exercice 2026 pour poursuivre les réformes engagées. Une session qui a permis d'adopter également une nouvelle feuille de route pour un développement participatif. Voici la correspondance de Yamoukaba. À la municipalité de Kankan, l'intégrité et la transparence au cœur de cette session extraordinaire ouverte au public. Les travaux du jour, valider le budget de l'exercice 2026 afin de définir les orientations de Nabaya. Le plan d'action prévoit de poursuivre les efforts de modernisation de la ville et le partage équitable des recettes communales. Après le vote du budget qui s'élève à un montant, l'exercice 26 s'élève à un montant de 6 milliards 174 millions de nos francs. Alors, on va essayer de passer maintenant. Après avoir voté, et la tutelle va approuver, nous allons passer à la présentation du budget citoyen qui fera l'occasion d'information dans les jours à venir. Quand on gère une entité, on a le devoir de rendre compte des activités menées pendant l'année. Et si ce compte rendu par la grâce de Dieu a été effectué aujourd'hui, nous remercions Dieu par rapport à l'esprit de cohésion, d'entente et de promotion de la ville. Les ambitions communes qui se rejoignent ici comptent aller plus vite pour améliorer le cadre de vie des populations. C'est aussi le cœur du pouvoir de la délégation spéciale pour assurer sa mission de service public au plus près des contribuables. Nous allons travailler pour ne pas qu'on ait honte devant ceux qui vraiment nous ont choisis, nous ont épaulés pour être là où nous sommes. Donc la délégation spéciale, elle doit aller sur ce élan. La rencontre annoncée à la maison commune des jeunes de Kankan dans les jours à venir va détailler les grandes actions de cette année dans plusieurs domaines, avec la vision du président de la délégation spéciale, Arafat Moussa Koulibaly. De nombreux projets seront développés pour réanimer les 57 quartiers de la municipalité en matière de développement local durable. Dans le même registre, 3 milliards 218 millions de francs guinéens. Tel est le budget qui vient d'être élaboré par la délégation spéciale de la commune urbaine de Fria au cours de sa session de l'exercice 2026. Un exercice qui s'annonce comme un signal fort, marquant la volonté des autorités locales de réaliser des infrastructures d'accès aux services sociaux de base, ce pour répondre aux attentes des contribuables. Fodé Camara, Nabila Moussa Camara pour plus de précision. Conformément à la vision axée sur la construction d'infrastructures et le développement durable, la commune urbaine de Fria a présenté son budget pour l'exercice 2026. Lors d'une session extraordinaire tenue en présence des autorités préfectorales, des responsables communaux et des acteurs de la société civile. Estimé à plus de 3 milliards de francs guinéens, le budget communal a fait l'objet de débats très enrichissants. Cette année, c'est une année qui est un peu spéciale, qui est un peu différente des années antérieures. En ce sens qu'elle est consacrée spécifiquement sur la voie de la refondation. Donc, nous avons eu à faire un travail qui a été très pointu. Et nos axes cette année sont beaucoup plus connus par rapport à l'année antérieure. Et toute mobilisation que nous allons faire cette année, c'est de consacrer nos efforts à certains travaux. Pour un engagement général pour le développement, autorités et citoyens sont appelés à assumer leurs responsabilités afin de permettre à la commune de traduire ses projets en actions concrètes sur le terrain. Le budget adopté sous certaines réserves. Je souhaiterais que la commune, le pool financier, prenne en compte ces réserves pour pouvoir corriger le budget. Il faut que tout le monde s'active pour que le budget soit effectif. Le budget, par définition, est un axe par lequel il est prévu et autorisé des dépenses et des recettes pour une année. La session communale compte multiplier les efforts pour que la ville de Fria retrouve son image d'antan par la mise en œuvre des actions concrètes qui riment parfaitement avec la feuille de route de l'amélioration continue des services sociaux de base.
Et puis, le préfet de Kindia poursuit son immersion au cœur des réalités locales. Cette deuxième étape l'a conduit dans les sous-préfectures de Linsan et de Sougueta, une mission de terrain placée sous le signe de l'écoute, mais aussi de la fermeté quant au maintien de la cohésion sociale entre palabres communautaires et visites d'infrastructures rurales. Retour sur ce périple de proximité avec Sununu Sidibé, Marwan Kamara. Après les sous-préfectures de Madinaoula et de Bangouya, le préfet de Kindia poursuit sa tournée de prise de contact sur le terrain. Les sous-préfectures de Linsan et de Sougueta marquent la deuxième étape de ce périple. Objectif, prendre contact, écouter les préoccupations des communautés et renforcer le dialogue social. Nous sommes animés par un très grand sentiment de satisfaction, le fait que la première autorité de la préfecture se déplace pour venir nous saluer. Les messages que le préfet a livrés sont trop de bonnes oreilles. Vraiment de participer au bon développement de notre pays, de soutenir l'idée de notre président Mamadi Doumbouya. La commune rurale de Sougueta réaffirme son entière disponibilité à travailler sous votre autorité, dans un esprit de loyauté, de concertation et de responsabilité. À travers cette tournée dans les sous-préfectures, les autorités préfectorales de Kindia comptent poser les bases d'une administration plus proche des citoyens et promouvoir durablement la bonne cohabitation pacifique. C'est de sensibiliser cette population, la dire qu'elle vient de sortir d'un vote. Après cette élection, on leur a demandé de garder la même cohésion pour que tous les Kindiaka, tous les Lisanka, tous les Sugetaka conjuguent le même verbe sans aucune distinction. On les a invités d'amener les enfants à l'école pour que les enfants aient une connaissance, une qualification, pour que ce que Simando 20 et 40 nous attend, qu'on soit tous là au rendez-vous. Avant de reprendre la route pour la commune urbaine de Kindia, la délégation conduite par le colonel Abdourahmane Keita a tenu à visiter les chantiers en cours, notamment le centre de santé amélioré dans la sous-préfecture de Sougueta. Cette mission de terrain se poursuivra dans les autres localités relevant de la préfecture de Kindia. Campagne nationale de vulgarisation des plateformes fugaces et espaces agents dans la région administrative de Farana. À la Maison des Jeunes de Sankara, l'activité a regroupé administrateurs, fonctionnaires et contractuels de l'État. Une démarche du ministère de la fonction publique pour rapprocher l'administration centrale des fonctionnaires de l'intérieur du pays. Compte rendu, Ibrahima Oulem Fofana. Pour la vulgarisation du fichier unique de gestion administrative et de soldes fugaces et espaces agents dans la région de Farana, c'est la Maison des Jeunes qui accueille experts techniques, autorités administratives et agents de l'État. Un vent de renouveau dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Cet espace d'information a permis à chaque participant de mieux comprendre ces deux plateformes numériques. La mise en place de la FUGAS s'inscrit dans la trajectoire de refondation de l'administration publique guinéenne prônée par M. le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Nous savons tous que la gestion fragmentée des agents de l'État a longtemps freiné la performance de notre administration. La présente activité de vulgarisation vise à informer, sensibiliser et responsabiliser chaque fonctionnaire sur l'importance de ce dispositif, notamment à travers l'appropriation de l'espace agent qui offre à chacun et à chacune la possibilité de consulter et de suivre sa situation administrative en toute transparence. FUGAS permet de centraliser et de sécuriser les données des fonctionnaires et espaces agents, quant à lui, offre aux travailleurs de l'État la possibilité de suivre leur carrière administrative en temps réel. À chaque fois que je voulais tirer mon bulletin, il fallait faire recours au département et je ne recevais pas aussi les messages de FIGAS. On remercie vraiment la fonction publique pour cette innovation. Nous avons envie de dire qu'à l'issue, toutes les réclamations qui ont été faites depuis le début de la campagne sont enregistrées et un module sera ouvert prochainement dans une semaine grand max pour que ces questions-là soient corrigées. Ceci nous permet de dire à nos DRH que dorénavant, à partir de maintenant, il faut avoir une posture dans le sens de la gestion de carrière des agents de l'État. Des panels sont animés par la mission et les agents publics de l'État venus des 4 préfectures ont posé toutes leurs inquiétudes. Des soucis liés aux primes et au blocage pour faute d'enrôlement sont remontés et la Direction générale de la fonction publique a promis de résoudre tous les problèmes soulevés
en un temps record à travers l'implication des DRH déjà formés. L'actualité nationale, c'est aussi la préfecture de Lola qui vient d'abriter le symposium scientifique consacré à 2 décennies de recherche et de conservation des chimpanzés des monts Nimba. Cette rencontre de haut niveau a réuni des chercheurs guinéens et étrangers. Elle se tient sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers l'Institut de recherche sur la biodiversité des monts Nimba. Mohamed Saloupaye, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Au pied des monts Nimba, la préfecture de Lola s'impose comme la capitale scientifique de la région forestière. Autour des 20 ans de recherche scientifique pour la conservation des chimpanzés, chercheurs guinéens, experts internationaux et autorités administratives se retrouvent. Placée sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, cette rencontre est portée par l'Institut de recherche sur la biodiversité des monts Nimba dans le but de mieux valoriser les ressources naturelles du pays. Ces travaux scientifiques ont permis de comprendre notamment le comportement des chimpanzés, leur mode de vie, mais également leurs relations avec les communautés. Mais très malheureusement, il y a plus de 20 années de cela, les résultats n'ont jamais été partagés. Donc c'était tout à fait normal de regrouper tous les acteurs parce que les résultats de recherche peuvent servir à aider les politiques publiques à prendre de très bonnes décisions. Les monts Nimba ne sont pas seulement un massif montagneux. Ils représentent un symbole fort pour notre pays. Un espace où la nature, la science et les communautés humaines se rencontrent. Ces montagnes classées patrimoine mondial de l'UNESCO ont servi de laboratoire à ciel ouvert pour l'étude des chimpanzés, une espèce emblématique de nos jours menacée de disparition. On a découvert beaucoup de choses. Ils ont des comportements vraiment uniques. Par exemple, les chimpanzés au mont Nimba, ils pêchent aux crabes. Donc ils mangent les crabes. C'est la seule population de chimpanzés qui font ça. Au menu des échanges, le bilan des découvertes scientifiques, l'évolution des populations de grands singes et l'impact des activités humaines sur leur habitat. Cette rencontre se veut une plateforme d'échange pour harmoniser les stratégies de protection et renforcer la collaboration entre la science et les communautés locales. Guinée et Turquie, Conakry au carrefour des affaires et de l'investissement grâce à la vision de l'entreprise Djoula Businesscom. Entrepreneurs guinéens et turcs se sont retrouvés pour explorer de nouvelles opportunités dans l'industrie, la construction et la cosmétique. Des échanges concrets et promoteurs qui ouvrent la voie à des futurs partenariats durables. Explication, son assaillant, Maïmouna Diallo. Conakry abrite une importante rencontre économique entre la Guinée et la Turquie, réunissant des entreprises turques et guinéennes autour d'échanges B2B et de discussions stratégiques sur les opportunités d'investissement et de partenariat. Un événement qui marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. L'objectif que nous recherchons déjà, c'est d'attirer l'attention des entrepreneurs guinéens, démystifier les entreprises turques, leur dire ils peuvent avoir et ils ont accès aux usines directement. Ils n'ont pas besoin de ces intermédiaires qui leur font poireauter en longueur de journée sans un résultat concret. Il y a 6 sociétés turques qui sont présentes en ce moment et ils sont déjà prêts pour certaines réalisations de projets en Guinée. En ce moment, ils ont plus de 60 projets en cours en Guinée. Organisé dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant par Djoula Business et comme cette rencontre permet aux opérateurs économiques des deux nations d'établir des contacts directs et d'explorer des pistes concrètes de collaboration. Les échanges portent sur plusieurs secteurs clés, notamment l'industrie, la construction, la cosmétique, l'ameublement et les équipements identifiés comme porteurs pour le développement économique de la Guinée. Actuellement, en Guinée, nous voulons faire les industries maintenant. Nous voulons sortir dans le chose importation, nous voulons faire les industries. Nous sommes très contents de travailler avec le Turquien, c'est une bonne idée
qui va développer les deux pays ensemble. Aujourd'hui, cette rencontre est une fierté pour la Guinée, pour les jeunes entrepreneurs guinéens, dans les diverses activités. Donc, dans tous les secteurs, la Guinée est installée. Donc, si nous recevons cette grande compagnie multisectorielle à l'image des coprolaires, c'est une satisfaction. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations bilatérales entre la Guinée et la Turquie, dont la coopération économique connaît une évolution constante. Célébration de la première édition de la journée d'action sociale en faveur des personnes vulnérables. L'ONG Chama Fondation, l'Église, la Nouvelle Ambassade de Christ et le groupe scolaire Grâce Divine se sont mobilisés pour venir en aide aux plus démunis. Ces différentes structures ont tenu à être aux côtés des personnes qui avaient le plus besoin d'aide. Abraham Christophe Conté. Sur ce terrain d'accueil se manifeste solidarité et engagement. Venez acheter sans rien payer. C'est le slogan qui anime la journée d'action sociale en faveur des personnes vulnérables. Tout au long de la journée, les actions se sont multipliées pour soutenir les personnes les plus fragiles. L'objectif est clair, rompre l'isolement des personnes fragiles pour répondre à leurs besoins essentiels. Partager, ce n'est pas seulement donner ce que l'on a, c'est reconnaître la valeur de l'autre et restaurer son espérance. Cette journée est donc bien plus qu'un événement. C'est un message, c'est un engagement, c'est un appel à bâtir une société où personne n'est oublié. À travers ces dons destinés aux couches vulnérables, des dizaines de bénévoles sont à pied d'œuvre pour poser des actes concrets qui parlent plus fort que des discours. Ils offrent écoute, conseils et aide matérielle aux enfants en difficulté et aux personnes âgées. Les situations ne sont pas toujours faciles, mais nous pouvons trouver des personnes de bonne qualité, des personnes avec un grand cœur pour soulager quelque peu leur situation. Et nous encourageons de telles initiatives. Le Seigneur a bien voulu nous donner quelque chose et nous nous disons en tant qu'enfants de Dieu qu'il faut partager le peu que nous avons. Voilà, c'était un peu dans cet élan-là que nous nous sommes dit, c'est vrai que nous allons vers des institutions, mais nous nous rendons compte aussi qu'il y a certains auprès de nous qui ne sont pas dans les orphelinats, qui ne sont pas forcément à l'hôpital, mais qui sont aussi des nécessiteux. Au-delà de l'aide immédiate, cette journée vise aussi à alerter sur l'union sacrée contre la pauvreté afin de renforcer les liens entre les acteurs sociaux et les bénéficiaires. Religion, et on parle de mémorisation du Saint-Coran. 77 nouveaux étudiants ont la maîtrise du livre saint. Ils ont été formés au centre de mémorisation du Saint-Coran à Dar es Salaam, ici à Conakry. Plus de détails avec notre reporter Mohamed De Camara. Pour cette année, ils sont 77 étudiants à recevoir des diplômes. Ces disciples, sortis du centre de mémorisation Dar es Salaam, ici à Conakry, ont mémorisé entièrement le Saint-Coran. Un exercice qui permet à ces récipiendaires de saisir et promouvoir dans le vrai sens le contenu du livre saint. Ces diplômes-là permettent aux disciples de se faire valoir partout où le besoin se présente. Là, il y a un papier 2 ans qui le certifie et ça facilite leur intégration dans un système religieux. Notre parcours n'a pas été facile, mais Allah a dit, nous avons certes facilité le Coran pour la mémorisation. Y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir? Alors il nous a facilité, il nous a soutenus. Après avoir remercié Allah, avec fierté nous disons merci à nos pères, merci à nos mères, merci à nos enseignants. Outre les autorités religieuses, la cérémonie a réuni les autorités administratives, les fidèles musulmans et les parents des diplômés. Vous êtes les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Quel privilège. Et aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons un président qui nous a instruit de chercher à encourager les centres de mémorisation et les foyers coraniques à travers le pays. Si hier, on rêvait d'être premier dans l'un des concours internationaux, mais maintenant, quand on va au niveau des concours internationaux, nous avons souvent le premier
Créée en 1977, l'initiative du Centre de mémorisation du Saint-Coran Dar Salam a permis à plus de 1000 candidats de mémoriser entièrement le livre saint. On va à la baie où la ville a accueilli près de 800 touristes du rallye Budapest-Bamako venus de plusieurs pays d'Europe. Les participants ont été reçus par les autorités locales et les populations. Une escale majeure qui confirme l'attractivité touristique et génère d'importantes retombées économiques et culturelles locales. Nabila Moussa Kamara commence les images de Sarafdine Diallo. Gadalougué et Bundufourdou, des localités frontalières de la Guinée et du Sénégal, ont été les portes d'entrée de plus de 300 engins et près de 800 touristes composés hommes et des femmes de différentes nationalités. Ces touristes qui sont à la baie aujourd'hui, c'est le rallye Budapest-Bamako qui est sa 4e édition en République de Guinée. Il doit traverser la République de Guinée pour continuer la course vers la République de la Sierra Leone. Et ils sont au nombre de 797 annoncés. Après cette frontière de Koundara, ils viennent à Labé passer la nuit. De Labé, ils vont à Kindia pour aussi passer une nuit pour converger vers la Sierra Leone. Ces touristes sont venus découvrir la potentialité touristique du pays. Cette découverte a permis aux visiteurs de faire des dons aux collectivités traversées. Je pense que c'est un pays très sécurisé. Le paysage et les peuples, tout est bon. Tout ce beau monde-là dans un pays, dans une préfecture, dans une région, j'avoue que c'est de la satisfaction, c'est de l'animation. Il y a déjà nos artisans, ça va relancer les activités artisanales. Vous avez vu, les petits commerces aussi se fructifient. Ils sont déjà installés tout au long de leur passage. Et là, après eux, je crois que les artisans vont se frotter les mains. La Guinée disposant d'un potentiel touristique riche et varié qui attise les convoitises. Il faut signaler qu'en mois de mars prochain, plusieurs touristes sont attendus en Guinée pour cet autre tour de rallye touristique Budapest. Culture pour terminer avec cette cérémonie de défilé de mode au Jardin botanique de Kamayenne. Elle est organisée par le Centre académique et de production Sako Couture. Objectif, promouvoir la mode guinéenne à l'échelle internationale. Le récit avec Mikini Moussa Kamara et Hadiatou Bari. La mode guinéenne en plein essor. Elle est caractérisée par un mélange vibrant de tradition et de modernité, souvent appelé tradi moderne. Portée par le succès du Made in Guinea, la création locale se structure autour de stylistes talentueux comme le personnel du centre académique et de production Sako Couture. L'objectif recherché ici, c'est de former les futurs jeunes créateurs de mode guinéennes pour qu'on puisse les mettre au niveau afin qu'ils relèvent le défi sur le marché guinéen, mais aussi sur le marché africain. Chaque pays doit se démarquer par son textile. Et vous avez vu, il y a 5 ans en tout cas, en République de Guinée, les femmes et les hommes commencent à arborer maintenant notre textile, notre joli textile. Il n'y a rien de plus beau que quand une Guinéenne sort de son pays, quand nous partons par exemple en mission et qu'on nous voit habillés dans notre textile. La mode se structure de nos jours autour de la créativité, de l'identité culturelle et d'une durabilité inhérente à la production locale. Nous sommes actuellement en train de travailler sur des textes parce que tout doit partir d'une base juridique. Donc nous sommes en train de préparer des textes qui vont vraiment recadrer, reformer ce secteur qui va en pleine expansion mais qui a besoin de recadrement. Aujourd'hui, en Conseil des ministres, on porte du Made in Guinée. On est d'accord. L'instance suprême de l'Assemblée, c'est la plénière. On n'a pas accès à la plénière si tu n'es pas bien Made in Guinée. Ça dit que les responsables guinéens ont un œil, un suivi et un accompagnement vis-à-vis du textile et du Made in Guinée. Il existe un fort engouement pour la production locale. Le port de vêtements conçus localement n'est plus limité aux fêtes, mais s'inscrit dans la vie quotidienne. Voilà qui met fin à ce journal, mais restez avec nous. Tout à l'heure, vous suivrez une série de décrets lus par Seydou Diallo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.